sujet qu'il m'a été demandé d'introduire est effectivement le rôle du secteur informel et ses implications dans la transformation économique en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est un sujet très complexe, avec beaucoup de facettes. Je voudrais, avant de commencer d'ailleurs, informer l'audience qu'il y a un livre que je viens de consacrer au sujet et dont les références sont disponibles au niveau du bureau de l'IFPRI à Dakar. Donc c'est un sujet complexe, avec beaucoup de facettes. Dans 10 minutes, on va essayer de rendre notre temps de parole optimal en mettant l'accent sur un certain nombre de points. Le premier point qu'on voudrait mettre en évidence, c'est quelques faits stylisés sur le secteur informel en Afrique de l'Ouest, en particulier en rapport à son poids dans l'économie. Il faut comprendre que dans la plupart des estimations du PIB dans nos pays, le PIB informel est estimé et ajouté à la valeur ajoutée formelle pour donner le PIB total. Et les estimations de la valeur ajoutée informelle se situent entre 50% et 70% selon les pays de la valeur ajoutée totale, ce qui est énorme. Lorsqu'on regarde la part de l'informel dans l'emploi, ça varie entre 80 et 90% de l'emploi total. C'est énorme. Je dois dire que ces estimations-là sont faites à partir de la méthode de l'OIT, de la méthode de collecte de l'OIT, qui s'appuie sur une stratégie d'échantillonnage ciblant les petites activités. Et par conséquent, dans la plupart des bases de données sur l'informel, les gros acteurs de l'informel sont exclus. Et dans notre méthodologie, nous avons essayé de corriger ce biais d'échantillonnage pour faire en sorte que les gros de l'informel soient inclus. Et on a des chiffres de magnitude beaucoup plus élevés que ce qu'on a dans la littérature dominante. Là où les estimations parlent de 80% de l'emploi, un calcul très sommaire permet de voir que c'est sous-estimé la réalité. Lorsqu'on compte le nombre d'emplois formels dans le secteur public, au Sénégal, le chiffre officiel tourne autour de 105 000. Dans le privé, on tourne autour de 200 000. Ce qui fait un total d'emplois formels de 300 000 sur une population active assez élevée, ce qui donne une indication très claire du niveau de sous-évaluation des chiffres sur l'informel disponible à travers la méthode de l'OIT. Alors, donc l'informel joue un rôle extrêmement important dans nos économies et ses implications sur le bien-être sont importantes. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que la part de l'informel dans le recouvrement fiscal contraste énormément avec sa contribution à la valeur ajoutée. Là où l'informel contribue pour 50 à 70% de la valeur ajoutée, il ne contribue que pour moins de 3% au recouvrement fiscal. Ce qui fait donc que l'informel ne contribue pas en fait à la création des biens publics, notamment à la création d'infrastructures publiques. Le phénomène de l'informel, par conséquent, provoque une sorte de congestion dans l'utilisation des biens publics parce que c'est un secteur qui ne contribue pas, mais qui utilise. Un autre aspect important, c'est le gap de productivité qui est observé entre les activités formelles et informelles. La littérature dominante, tout comme nos résultats, montre qu'il y a un gap important de productivité entre les activités formelles et les activités informelles. Les activités formelles étant beaucoup plus productives que les activités informelles. Et autre chose, c'est qu'il y a une très forte concentration de l'informel dans certains secteurs, notamment le commerce et les services généraux. Ce qui pose problème, ce qui veut dire en clair que plus une économie est informelle, plus son potentiel de croissance est faible, et ensuite plus son niveau, je veux dire, son rang, sa situation dans les chaînes de valeur est faible.
Parce que l'informel, c'est des activités très peu compliquées, très peu sophistiquées, des activités aussi simples que le commerce, le transport, etc. Alors, maintenant, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est un peu le rôle des politiques dans cet état de fait qui a été décrit, en particulier dans l'expansion de l'informel. Et je voudrais ici m'arrêter seulement au rôle des politiques budgétaires, pour dire que les problèmes qu'on rencontre et qui expliquent le déclin du formel, l'expansion de l'informel, avec tous les effets notés au niveau du bien-être social et de la transformation de l'économie, ces problèmes-là trouvent en général leur origine très souvent dans les politiques budgétaires mises en œuvre. Et si on regarde les deux pans les plus importants de la politique budgétaire, c'est-à-dire le pan du recouvrement et le pan de la dépense, on note un biais significatif dans les deux cas. Au niveau du recouvrement d'abord, notre politique fiscale est fortement régressive. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'équité. Les ménages les plus pauvres, les zones les plus pauvres, en particulier les zones rurales, tendent à être davantage imposées que les autres. Ce qui explique cela, c'est que l'essentiel de notre impôt procède de l'impôt indirect, 70%. Et l'impôt indirect n'est pas discriminatoire et est hautement inéquitable. Et soit dit en passant, récemment on a fait une réforme de la politique de recouvrement fiscal. Le gouvernement a renoncé à certaines taxes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ceci a eu comme effet de renforcer la régressivité du système fiscal. Parce qu'il y a eu une baisse proportionnelle qui est unique, ce qui fait que les salariés qui ont un niveau de revenu plus élevé reçoivent plus d'augmentation que les autres qui ont un niveau de revenu plus faible. Et bien sûr, tous ceux qui ne sont pas salariés n'en profitent pas. La plupart donc des activités rurales. Donc la politique de recouvrement est régressive. Mais la politique de dépense est biaisée contre les pauvres, donc en particulier contre les zones rurales. D'abord, tout ce qui est subvention est destiné aux produits de grande consommation urbaine, et les produits consommés dans les régions rurales font l'objet de très peu d'attention au niveau de la fixation des prix et au niveau des subventions. Lorsqu'on regarde les secteurs sociaux, la même chose est observée. Les meilleures écoles avec les plus grands budgets, les meilleurs centres de santé, on les retrouve dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans les zones où le niveau de concentration des pauvres est le plus faible. Et un exemple qu'on a bien documenté dans notre ouvrage, c'est lorsqu'on fait un peu la sociologie des entrepreneurs sénégalais et africains, parce que notre étude a également couvert d'autres pays africains. La plupart des entrepreneurs africains évoluent dans l'informel, ça on l'a déjà dit, mais ce qui est plus important, c'est que très peu parmi eux ont fait l'école française, l'école moderne. La plupart parmi eux ont fait l'école traditionnelle. Les plus gros acteurs de l'informel ici, qui brassent des milliards, ne savent ni lire ni écrire en français. Ils fonctionnent en arabe. Donc, ils ont été formés dans des daras. Dans ces daras-là, aucune subvention de l'État, aucun appui de l'État. Tout est organisé entre le maître coranique et ses disciples. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, se lèvent le matin à 5 h du matin, vont chercher l'eau pour le marabout, vont tendre leur sébile pour demander l'aumône, vont cultiver les champs du marabout et viennent mémoriser le Coran. Il y a une collègue américaine qui s'appelle Victoria Ebin, qui a pratiquement construit sa réputation scientifique par l'étude de ces acteurs qui sont pour la plupart membres de la confrérie mouride. Elle les suit partout, parce qu'ils sont partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Et il y a un parmi eux que Ebin a interviewé et qui a dit quelque chose de fondamental qu'on retrouve au niveau de nos opérateurs informels. Ce monsieur a répondu à Ebin, à une question d'Ebin, textuellement, je le cite, « Nous n'avons pas peur de l'adversité. Nous avons l'habitude de braver la soif et la faim. Nous avons l'habitude de dormir à même le sol et de marcher sous le soleil. » Fin de citation. Parce que ces mêmes acteurs-là, lorsqu'ils quittent les villages pour venir dans les villes, ils commencent comme de petits marchands ambulants, avec de niveaux de chiffre d'affaires très faibles,
qu'ils ne consomment pas. Ils vivent pratiquement en recourant aux cérémonies familiales où ils vont pour manger. Donc, pour dire qu'au niveau des services, aucun appui de l'État. Et je vais terminer sur ce point par une anecdote. Nous avons fait un séminaire où on a invité les acteurs de l'informel et le ministre de la Justice qui représentait le gouvernement du Sénégal. Le président de l'UNACOIS, parce que c'est de cette organisation qu'il s'agit, a pris la parole et dans un discours totalement en wolof, a dit, en utilisant ses propres mots, qu'eux, ils refusent de payer l'impôt, même s'ils en ont les moyens. Et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils viennent de localités qui sont complètement dépourvues de services. Ni école, ni centre de santé, ni rien du tout. Ils sont bagarrés eux-mêmes pour arriver à ce niveau-là, ils ne voient pas pourquoi ils vont partager. Une telle déclaration devant le ministre de la Justice aurait amené peut-être son auteur en prison dans la plupart des pays développés. Parce qu'ailleurs, lorsqu'on fait de l'évasion ou de la fraude fiscale, on le cache. Mais le monsieur ne s'en cachait pas. Mais par-delà ce fait, il y a un phénomène que ça met en évidence, c'est le problème du biais au niveau de la dépense, comme du recouvrement. Quelle est la conséquence de tout cela? Un système fiscal régressif et donc biaisé au détriment des acteurs les plus pauvres et des régions les plus pauvres, donc les zones rurales. De notre côté, une politique de dépenses également biaisée en faveur des masses urbaines et au détriment des masses rurales. Ceci conduit à une migration importante des travailleurs des zones rurales vers les zones urbaines. Mais attention, ce n'est pas la migration qu'on a l'habitude d'enseigner à nos étudiants en économie de développement. Ce n'est pas une migration qui est provoquée par une augmentation significative de la productivité urbaine, donc la productivité industrielle, et une augmentation concomitante de la productivité rurale qui libère de la main-d'œuvre. Non, c'est des zones totalement déshéritées que des gens fuient de plus en plus pour venir non pas intégrer le secteur industriel, mais gonfler le secteur informel. Voilà très rapidement quelques informations, quelques, remarques préliminaires que j'ai souhaité partager avec vous. Et encore une fois, on pourrait davantage continuer la discussion plus tard. Et si vous avez d'autres points également, je peux partager les références de livres dont j'ai parlé. Merci beaucoup.